Dominique Attias, cher ami, cher Dominique, je te passe la parole pour la deuxième table ronde sur toutes les questions juridiques et tous les intervenants, Geneviève, Laetitia, Madame de la table ronde. Merci Dominique Attias. Alors, on a dit tout à l'heure, hein, Dominique Attias, elle est bâtonnière, vice-bâtonnière de Paris et tout particulièrement donc sur la question des enfants de par le monde. C'est une avocate transculturelle, Dominique Attias. Dominique Attias retourne dans la vraie vie le 31 décembre 2017 et je suis déjà très contente d'être aujourd'hui avec vous et avec des professionnels et des professionnels, on va dire, militants. Donc, effectivement, je sais que le monde a été refusé. Il y avait plein de gens qui voulaient venir en plus, et notamment plein d'avocats et d'avocates, puisque vous savez, je tiens quand même à les remercier parce que les avocats d'enfants et les avocats d'enfants parisiens, je remercie Isabelle Roth et Catherine Daoud en premier, mais aussi tous les autres, qui vraiment travaillent d'arrache-pied pour essayer de faire face au mieux à cette problématique. C'est un sujet qui nous concerne et j'ai adoré tout à l'heure l'expression de Marie-Rose disant qu'il ne pas opposer ceux qui pensent et ceux qui font. C'est vrai que nous sommes là dans un sujet compliqué où nous sommes tous mis en difficulté et que je crois que cette journée et ce côté transculturel, c'est vrai Marie-Rose, est absolument passionnant. Parce que je rappelle aussi l'article 20 de la CIDE qui dit qu'il doit être dûment tenir compte, concernant ces enfants, de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Donc c'est aussi pour nous une journée de formation. Je suis très heureuse d'accueillir les professionnels et on va parler de pratiques et de pratiques juridiques. Et on va aussi parler, je n'en doute pas, sans aucune limitation de parole, parce qu'on est là pour parler vrai les uns et les autres, avec les difficultés que ces professionnels peuvent rencontrer au niveau juridique, mais aussi pour nous permettre à tous de réfléchir. Donc j'accueille, et ils parleront dans cet ordre-là, puisque c'est dans cet ordre-là que ces enfants sont confrontés au monde des adultes dans le monde judiciaire et aussi administratif. D'abord, Monsieur Raymond, que j'avais eu le plaisir de rencontrer déjà dans le cadre du colloque qui avait été fait sur Louis Chatin sur les bonnes pratiques concernant les problématiques de ces jeunes. Donc, Monsieur Raymond, qui est directeur de la DASES, Laetitia Dervilly, qui est la substitut. Et vous voyez qu'on est 4 femmes pour un homme. Est-ce un hasard? Donc, Laetitia Dervilly, qui est en charge du parquet mineur et qui travaille énormément sur le sujet et pour essayer de trouver des solutions pratiques pour améliorer le mode d'entrée de ces jeunes dans le dispositif judiciaire. Madame Lefebvre, que je connais depuis bien longtemps, qui est une juge des enfants, et à l'époque, j'allais dire, lorsque M. Hamon était toujours là, M. Hamon et Madame Lefebvre, on disait, oui, ce sont eux qui sont si mobilisés pour les mineurs isolés étrangers. Madame Lefebvre continue à l'être contre vents et marées, et elle est confrontée au quotidien, et je pense qu'elle n'hésitera pas à parler aussi des pratiques, et peut-être aux problématiques auxquelles on peut se trouver, et elle peut se trouver confrontée, et je sais, Madame Lefebvre, que nous avons de nombreux avocats d'enfants dans la salle qui vont être très attentifs aussi à vos propos. Et pour terminer, nous avons Geneviève Avenard, qui, bien que le défenseur des droits désormais englobe également la problématique des enfants et défenseur des enfants, grâce à Dominique Versini contre vents et marées, on a au moins pu garder ça. Et le défenseur des droits et Geneviève Avenard sont très mobilisés, et vous avez évoqué à plusieurs reprises les recommandations.
Il y a aussi, je ne doute pas que Geneviève Amnard va aussi un petit peu parler, mais je crois que c'est vraiment une grosse préoccupation actuelle, des problématiques calaisiennes, même si c'est un peu en dehors, mais quand même, ça nous préoccupe terriblement à l'heure actuelle. Je ne veux pas qu'on prenne plus de temps parce que nous avons quand même 3/4 d'heure, donc on va bien discuter des problèmes. Vous allez pouvoir ensuite prendre la parole, et ça aussi, je pense que ça va swinguer. Donc, on ne va pas se priver de ce moment qui va nous achever de réveiller ceux qui sont fatigués. Donc, Monsieur Raymond, je vais vous passer tout de suite la parole. Restez, on va se rester, à mon avis, on est plus cool à table comme ça à discuter. Ça fait plus discussion que quelque chose de formel. Bien, merci. Alors c'est d'ailleurs intéressant parce que je trouve que même vous avez dit qu'on était des professionnels. Et effectivement, je suis très familier finalement des professionnels qui sont là parce que nous avons quand même l'habitude de travailler assez souvent ensemble. Et je trouve que c'est déjà le signe, en tout cas, un signal très fort que, comme le disait Dominique Versini, on ne peut faire du bon travail que s'il y a une excellente collaboration et qu'il y a vraiment une application très forte des institutions. Donc il n'y a pas une institution parmi l'autre qui prévaut. C'est vraiment un travail de coordination quasi journalier. Voilà. Alors, dans la chronologie du parcours de prise en charge des MIE ou des MNA par les services de l'ASE, il y a des questions juridiques effectivement qui se posent à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la détermination du statut du mineur isolé. Le deuxième niveau, la représentation légale des jeunes privés ou éloignés de l'autorité parentale. Et le troisième niveau serait la régularisation du séjour passé l'âge de la majorité. Ça a été déjà rappelé. Et c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ça conditionne, je dirais, un petit peu tout ce qui est en amont, finalement. Et je voudrais peut-être faire une petite parenthèse pour, justement, en réaction peut-être à ce que disait Monsieur Daniel Senovilla Hernandez tout à l'heure, c'est que, ayant participé aussi un peu à la construction avec les ministères et avec les cabinets ministériels du système de répartition nationale à partir de 2011-2012, on se demandait à ce moment-là quelles étaient les meilleures conditions pour accueillir l'ensemble des mineurs étrangers qui justifiaient réellement d'être pris en charge. Et on peut imaginer qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui d'un système qui ne serait pas véritablement assis sur des fondements juridiques et qui, au niveau national, serait un système extrêmement, enfin peut-être pas suffisamment rigoureux en matière d'accueil. Et je crois que dans le secteur social, on a toujours l'habitude, pour être assez pertinent et pour que ça donne du sens aux professionnels, à définir un périmètre et un contenu. Et je pense que la grande difficulté par rapport aux mineurs étrangers, ça a été justement d'arriver à définir réellement ce périmètre et ce contenu. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Ça demeure compliqué aujourd'hui, mais en même temps, je trouve que nous sommes quand même sur une voie extrêmement positive, en tout cas d'amélioration de l'ensemble du système. Et on ne fait que progresser dans ce domaine-là, ce n'est pas parfait. Voilà. Donc je voulais quand même dire que le discours, en tout cas, que j'ai entendu sur, y compris les références un peu juridiques, à mon avis, ça me faisait retourner un peu à cette période de 2011 et 2012. Je trouve que les éléments ont changé, le référentiel a changé dans ce domaine-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire en réaction à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors, chacun de ces... J'ai combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Maxi 10. Maxi. Alors, chacun de ces 3 niveaux que je présentais tout à l'heure forme en soi une problématique juridique complexe dans la relation aux institutions et en matière d'accès au droit. Et on peut noter quand même que le décryptage de ces problématiques reste souvent extrêmement difficile et difficilement accessible pour le public jeune lui-même, et parfois même pour l'ensemble des soutiens. On sait que le jeune arrive d'un voyage qui est jalonné de ruptures, de perte de repères, il se confronte à des réalités souvent extrêmement différentes, des représentations et des attentes qui ont motivé son parcours migratoire et qui émanent très souvent en plus de sa famille et des réseaux de passage autant que de lui-même.
Ce n'est pas le jeune lui-même aussi, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Et le jeune, il est aussi investi de beaucoup d'attentes de la part de sa famille. Et la complexité de ces problématiques juridiques liées aux mineurs isolés étrangers ne tient pas forcément simplement aux règles qui régissent la protection de l'enfance, mais aussi souvent de la réussite du projet migratoire. C'est un enjeu qui engage évidemment l'ensemble des personnes qui sont avec lui, et c'est souvent déterminé par la volonté des parents de vouloir le meilleur pour cet enfant-là. Alors concernant la détermination du statut du mineur isolé, c'est évidemment le point le plus important sur lequel est intervenu tout à l'heure longuement Dominique Versini. Les institutions sont très souvent coincées. Enfin, je dirais qu'il y a vraiment un jeu de contraintes extrêmement fort, puisque s'agissant de mineurs, en tout cas, ou des jeunes qui se prétendent mineurs, on est dans un contexte d'urgence pour traiter un processus administratif de prise en charge qui est quand même assez compliqué. Évaluer un mineur isolé, c'est dans un contexte migratoire contraint, implique donc la recherche dans un temps très contracté d'éléments de preuve normalement inexigibles de la part d'un enfant ou d'un jeune, mais indispensables à la bonne mise en œuvre des mesures de protection ainsi qu'à la pérennité de son futur projet d'insertion au sein du pays d'accueil. Alors il y a évidemment la question de l'obtention des documents d'identité consolidés, et c'est aussi parce qu'on aura obtenu l'ensemble de ces documents d'identité qu'on pourra aussi préparer l'après-minorité, et ça pose vraiment des problèmes puisque vous demandiez des choses extrêmement concrètes, mais on sait qu'il y a certains États, notamment la Guinée par exemple, qui rendent impossible l'obtention de documents sécurisés, type passeport biométrique, et ça entraîne aussi des problèmes de demande de titre de séjour à la majorité. Car ce sont très souvent des documents qui sont demandés par la préfecture. Vous pourriez dire cohérence, on le prend en charge au niveau des jeunes en tant que mineurs, et ensuite effectivement il y a un problème de continuité dans la prise en charge, il y a un investissement très fort des collectivités, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'automatique, mais on n'en est pas là. Voilà. Et on sait aussi que la question des documents qui peuvent être falsifiés, on sait qu'il y a des réalités extrêmement différentes selon les territoires, mais il y a aussi parfois des parquets ou même des départements qui peuvent aussi se retourner contre certains jeunes. Ce n'est absolument pas la pratique, en tout cas sur le territoire parisien, et on peut s'en féliciter en tout cas. La qualité de l'évaluation, donc attribuant le statut de mineur isolé, va avoir une grande influence sur la mise en place d'une mesure de tutelle, et puis ensuite lorsque le jeune engagera une demande de régularisation. Alors je vais peut-être passer assez rapidement. Sur Paris, la question du refus administratif de prise en charge par l'ASE fait l'objet de décisions de refus qui sont notifiées. Je ne sais pas si c'est le cas partout, et Geneviève Avenard a sans doute plus d'éléments d'information là-dessus sur le territoire national. Ces décisions de refus indiquent les droits de recours et les modalités de leur exercice. Néanmoins, il est constaté que le tribunal administratif, juridiction compétente, aura aussi des difficultés légalement à donner suite à un recours exercé par un mineur sans représentant légal. Il devra soit requérir un administrateur ad hoc, soit renvoyer la question de la compétence du juge des enfants. Alors en entretien, je finis sur ce premier chapitre-là, sur l'évaluation socio-éducative, elle doit prendre en compte aussi la possible, mais réaliste aussi, zone d'ignorance que le mineur pourrait exprimer. Il est rare qu'un mineur sache précisément dans quelles conditions ces documents d'identité ont été délivrés. C'est la cohérence de ses réponses et de ses réactions dans leur ensemble, et c'est là où il y a forcément une partie subjective qui est effectivement critiquable, en tant que faisceau d'indices qui va permettre d'éclairer utilement la compréhension de la situation par le travailleur social. Voilà, ça c'est sur le premier point. Sur le deuxième point concernant la représentation légale des jeunes privés ou éloignés de l'autorité parentale. Et on voit bien que là c'est toute une chaîne de prise en charge qui doit être cohérente. Le mineur isolé, comme tout mineur, est incapable juridiquement. À ce titre, il ne peut rester en justice, il n'a pas à justifier de sa présence sur le territoire, n'est pas bénéficiaire d'une couverture sociale en son nom propre, qui ne soit pas rattachée à celle de ses parents. Donc les déclinaisons dans la vie quotidienne sont multiples, c'est le passage de frontières, la santé, la scolarité, etc. Alors il y a des réponses qui peuvent exister pour donner un statut évidemment à ce jeune-là, et des capacités. C'est l'administration ad hoc, mais je pense que la plupart d'entre vous
savent ce que c'est. Je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Il y a le placement aussi auprès d'un service gardien, c'est ce qui se passe classiquement, parfois, enfin évidemment par rapport à l'ASE, assorti parfois d'une délégation partielle d'autorité parentale. Ce peut être aussi la désignation d'un tiers digne de confiance. Il peut y avoir aussi l'ouverture d'une mesure de tutelle sociale d'État. Et puis le quatrième statut, c'est l'émancipation, mais elle est peu pratiquée. Et pour cause, puisque de toute façon, on a aussi un problème après sur le fait que le CESEDA puisse le reconnaître. Alors, des exemples de difficultés très concrètes qui sont liées, des exemples de difficultés très concrètes auxquelles les services sont confrontés. L'ouverture de comptes bancaires, par exemple pour les mineurs étrangers qui sont isolés étrangers, qui sont salariés. Un certain nombre d'usagers sont en situation d'apprentissage. Les mineurs sont en situation d'apprentissage, perçoivent donc un salaire sous forme de chèque. Cela rend nécessaire l'ouverture de comptes en banque avec une démarche complexe, notamment une demande du juge des enfants d'une décision mentionnant expressément l'autorisation d'ouverture, qui n'est pas toujours obtenue. Mais même avec ce document, on peut constater qu'il y a un certain nombre de banques aujourd'hui qui n'acceptent pas d'ouvrir des comptes. Et il sollicite la présence du responsable du secteur pour signer les documents, etc. Alors ça freine évidemment, quand on est dans un processus d'autonomisation de ces jeunes-là, ça freine complètement tout le processus d'accompagnement. C'est extrêmement difficile pour n'importe quel enfant sur le territoire aujourd'hui d'être dans une démarche d'autonomisation sans qu'il puisse bénéficier d'un compte bancaire et avoir un peu d'autonomie aussi financière. Alors, en matière de santé également, pour être très concret, les difficultés tiennent au statut même de la minorité qui est alléguée. Si le jeune est refusé à l'aide sociale à l'enfance, la décision de refus est notifiée et ça permet aussi d'entamer des démarches pour l'ouverture des droits liés à l'AME, l'aide médicale d'État. Ce point, par exemple, est actuellement travaillé avec les hôpitaux de l'Est parisien pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine fluidité d'accès à la santé. Pour les jeunes, par contre, qui sont récemment admis à l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas de couverture CMU-C. Il est possible de la mettre en place de manière rétroactive et donc de couvrir des factures hospitalières du jeune, y compris avant son admission. Une fois que la couverture CMU-C est demandée, par contre, et la demande fait partie de l'admission administrative dès l'ouverture du dossier, est reçue du côté de la CEPAM, il est possible que le libre consentement autorisé par le Code de la santé publique suffise. Ce n'est pas toujours le cas. Monsieur Raymond, pardon, oui. Que je fasse vite. C'était extrêmement passionnant, mais là, j'ai la pancarte, il nous reste 30 minutes pour les 3 autres intervenants. Comme il faut aussi, je pense que ce sera pas mal, il faut laisser une petite place à la salle parce que je suis assez impatiente, compte tenu du public que je sais très actif, des questions qui peuvent être posées et qui du coup peuvent vous permettre aussi de réagir. Je crois qu'on va, on est toujours très frustrés, mais comme on passe notre temps à dire aux jeunes qu'il faut qu'ils apprennent la frustration, ça nous permet de mettre en pratique. Ça marche. Voilà. Alors, je vais passer très rapidement. Alors, donc, je voulais discuter un petit peu des mesures de tutelle, mais vous y reviendrez peut-être aussi dans la journée. La problématique des tutelles est aussi un vrai problème. Nous sommes bien d'accord. Mesures, mais on y reviendra plus tard sans doute. Je voudrais simplement finir peut-être sur la régularisation du séjour, donc passer l'âge de la majorité. C'est vraiment, on peut considérer que quand même c'est le cœur du projet du mineur isolé étranger. Qui viendra valider parfois, souvent, plusieurs années de périples dangereux, de ruptures, changements radicaux, etc. C'est aussi, et ça a été dit déjà, c'est aussi avec cette procédure qu'il prend conscience que le dénouement de son projet migratoire ne se réalisera pas forcément avec l'ASE, bien entendu, s'il n'a pas été pris en charge avant l'âge de 16 ans. Monsieur Raymond, vous savez, je vais me faire le plaisir, vous imaginez, c'est un avocat qui va demander à l'aide sociale à l'enfance de se taire. Je prends un pied, pas possible, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais tout de suite passer la parole, et je vous remercie, bien sûr, et je vais tout de suite passer la parole au parquet, qui, pendant 10 minutes, avec brio, va donc nous parler des problématiques juridiques rencontrées dans ce domaine passionnant. Merci Dominique. Je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie d'être parmi vous et je voulais commencer à dire que je suis toujours impressionnée
Déjà par le nombre de participants, parce que ça fait du bien, je l'avais dit à l'occasion de ce fameux colloque, de se sentir moins isolé. Les termes ont une importance aujourd'hui. Quand on est praticien dans la justice des mineurs, et en particulier sur cette thématique des mineurs en danger, je vais choisir ce terme plutôt que celui d'isolé non accompagné. Pour un procureur des mineurs, c'est un procureur de l'enfance en danger, quoi qu'il arrive. Et j'ai eu très souvent, depuis que je suis en charge de cette section des mineurs au parquet de Paris, hélas, la sensation d'être très isolé dans nos actions, isolé par rapport à d'autres procureurs, isolé par rapport à d'autres territoires, et essayer de, nous tous, on l'a constaté, toutes les institutions, le milieu associatif, un petit peu de se battre contre des moulins à vent et surtout lutter contre l'isolement des institutions. Ce qu'on a tous dit, c'est que on a évoqué ce matin avec la première intervention que j'ai trouvée très pertinente à beaucoup d'égards. Je me suis reconnue, j'ai trouvé ça effectivement sur le plan d'accusation, j'entends y répondre même sur 5 minutes, mais pertinent parce que c'est une étude 2014-2015 et on peut le dire, je pense, aujourd'hui en 2016, avec l'année qui vient de s'écouler, il y a une marge de progression extrêmement importante, notamment de la part des institutions, peut-être que c'était elles qui avaient le plus à évoluer. On n'a pas attendu la loi, il ne fallait pas l'attendre. On a eu un souffle d'air quand elle est arrivée et effectivement ça a été compliqué pour nous les praticiens, notamment sur cette situation de blocage, mais là où on a progressé, c'est justement combattre l'isolement pour les accueillir, ces mineurs sur notre territoire. Et j'ai vraiment envie que ce soit plus seulement le territoire parisien. Voilà, pas seulement le territoire parisien, c'est un enjeu national. Et là où je pose une limite et un obstacle qui est persistant, c'est que je suis encore isolée. Je me sens, moi, procureur des mineurs à Paris, encore isolée dans mes pratiques par rapport à un territoire national. J'assume, effectivement, du point de vue de l'institution judiciaire. Je voulais dire, et cette phrase, elle est percutante et pertinente, ne pas opposer ceux qui pensent et ceux qui font. Ça a été tout l'enjeu de cette année qui vient de s'écouler, c'est cette marge de progression au-delà d'isolement, c'est qu'on a travaillé ensemble et faire en sorte que ceux qui pensent parlent à ceux qui font et inversement, et la créativité dans les deux bords. Voilà comment moi je vois les choses et comment on a pu avancer avec tous nos partenaires. Alors, des obstacles très rapidement, évidemment c'est la détermination de la minorité. On a parlé de catégorisation tout à l'heure, je trouve aussi ça qu'il faut y réfléchir ensemble sur ces catégories. La seule catégorie qui vaille, c'est l'enfance en danger, je crois que c'est ça, la protection de l'enfance en danger. Et ensuite, il faut qu'on arrive tous ensemble à dire quels sont nos obstacles. Détermination de la minorité, le choix de la mise à l'abri, c'est-à-dire quelle protection de département et nous, institutions justice, on peut offrir à ces mineurs. Et évidemment, l'obstacle qui persiste également pour nous, c'est la diversité des droits accordés aux mineurs. On vient de l'exposer, les tutelles, l'enfance en danger, la saisine du juge des enfants, l'administrateur ad hoc, la demande d'asile, tout se mélange. J'y reviendrai. La volatilité ensuite, et pour finir, et finalement c'est celle qui est l'obstacle qui recouvre peut-être tous les autres, c'est la volatilité des identités en fonction des intervenants avec nos nombreux alias. Moi je suis institution judiciaire, j'ai besoin d'une certitude et c'est un vrai obstacle juridique, une certitude dans l'identité de l'individu que j'ai en face pour pouvoir lui accorder une protection. Je ferai aussi également un parallèle avec évidemment l'identité judiciaire au pénal parce que moi je suis procureur, j'ai aussi en charge ces mineurs qui sont parfois dans les deux voies, au civil et au pénal, et il faut pouvoir concilier le tout. Alors, la détermination de la minorité, peut-être je choisis un aspect de réponse par rapport à la première intervention de ce matin, parce que ça aussi, il ne faut pas renoncer à soulever les réelles problématiques lorsqu'on nous dit encore aujourd'hui que sur le territoire national, il y a encore des procureurs parce que la problématique au niveau des juges, mais je laisserai Geneviève évidemment en parler autrement, qui recourent aux investigations complémentaires. Je vous donne
des chiffres qui vont être très parlants pour le parquet de Paris. En 2014, 631 signalements adressés au parquet des mineurs de la part de l'aide sociale à l'enfance, effectivement, signalements en vue d'intégrer au dispositif national. Sur 631 signalements, 408 réquisitions d'investigations complémentaires. C'est quoi les investigations complémentaires? C'est la JOSE et le Bureau de la fraude documentaire. 2015, 395 signalements, toujours une importante majorité d'investigations, 116 réquisitions. 2016, les chiffres sont du jour, 338 signalements, seulement 21 investigations complémentaires. Moi, j'en suis fière, vraiment, parce que, je vais vous dire, c'est là où on n'a pas attendu la loi. Je ne veux plus prendre en compte, j'aimerais ne plus avoir à prendre en compte ni les documents, ni la JOSE. Mais il faut en discuter. Il ne faut pas occulter le fait que les juges des enfants, lorsqu'ils sont saisis, encore une fois, par la saisine directe, et ça aussi on a évolué, moi j'ai 300 et plus de 300 demandes d'intégration au dispositif national. Sur les 338, il y en a 320 qui ont été intégrés, protection de l'enfance, OPP, saisine du juge des enfants. J'ai le même chiffre sur une saisine directe. C'est-à-dire quand ils sont refusés, pas d'intégration parce que minorité exclue, eh bien c'est la saisine directe. C'est une marge de progression, la saisine directe, dans la mesure où ça veut dire qu'ils ont été informés de leurs droits. Mais là, c'est une étape qui n'a pas encore été, à mon sens, aboutie totalement dans la cohérence, puisque le juge des enfants retombe sur quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire autrement pour déterminer la minorité lorsque l'évaluation pluridisciplinaire sur laquelle nous avons décidé de faire une confiance avec désormais effectivement France Terre d'Asile puis la Croix-Rouge, où on se fait confiance, où lorsque le DEMI nous dit il est mineur, le parquet des mineurs à Paris dit eh bien oui il est mineur et je ne veux pas d'autres investigations. C'est-à-dire que je peux dire, malgré des papiers faux, un bureau de la fraude documentaire qui a pu être sollicité ou des services sociaux qui sont aussi spécialisés dans l'analyse de ces documents, eh bien, on a un doute sérieux sur l'origine de ces papiers. On peut quand même décider sur tous les autres critères, et c'est ça aussi l'intérêt, de l'intégrer et considérer qu'il est mineur en danger. Le juge des enfants, lorsque tout le monde a dit non, l'administratif, l'aide sociale à l'enfance, le parquet des mineurs, qu'est-ce qui lui reste pour pouvoir dire, ben moi, avec mon autorité judiciaire, mon opportunité de juge, je vais pouvoir l'intégrer. C'est toujours un problème de cohérence sur lequel il faut encore qu'on travaille, je pense, effectivement, par rapport à cette réponse de catégorie et de moyens de preuve pour l'intégration au processus. Alors, le choix de la mise à l'abri, il faut en parler. Quelle protection peut-on assurer à ces mineurs? Il faut être pragmatique. On a un volume, on a parlé de volume. Effectivement, on parle de fonds, mais il faut aussi être pragmatique dans les moyens mis à disposition par l'État, par le département. Lors de la situation de blocage, c'est un bon exemple de progression et de pragmatisme. On a une centaine de jeunes sur lesquels on ne pouvait pas les dispatcher sur le territoire national. Moi, je ne pouvais pas, à mon niveau, prendre la responsabilité de tous les garder sur le territoire parce que je ne suis qu'institution judiciaire et encore une fois, il faut avoir la responsabilité de ces actions en cohérence avec tous les autres partenaires. Au final, ils ont bénéficié tous à ce jour, ils sont tous pris en charge par la protection de l'enfance au PP, ils sont restés sur Paris, mais nous avons été pragmatiques, nous avons été contraints de sélectionner les plus fragiles. Il n'y a rien de pire pour un procureur des mineurs de devoir sélectionner effectivement entre celui qui est le plus ou moins en danger. Ils sont tous en danger. Les plus fragiles, les plus jeunes. Ça me permet de faire une petite parenthèse dans un système où on entend les accueillir massivement et de manière pérenne. Avec tout ce qui s'ensuit en termes de protection de l'enfance, il faut également savoir y inclure de l'appréciation sur mesure. Je parle des plus fragiles, victimes de traite des êtres humains. Évidemment, ça recouvre ce public-là, le mineur non accompagné, le mineur isolé, le mineur en danger, plus en danger que les autres. Il faut savoir les repérer dans un processus d'évaluation qui est massif et systémique. C'est compliqué, on y est arrivé, on y arrive. Encore une fois dans ce décloisonnement, parce que les institutions se parlent, parce que je parle des prostituées nigérianes, parce que c'est un exemple, à mon sens, où on a réussi à faire confiance aux associations, même pas au secteur de l'aide sociale à l'enfance. On a dépassé, décloisonné toutes nos institutions, on a travaillé autrement. Les associations de terrain nous disent, elle est mineure, elle est prostituée, elle est mineure, faites-nous confiance. Eh bien, on y va, on les place, et comme ça, on avance. Et ce sur-mesure, il est pas évident. Alors, je voulais mentionner tout de même des éléments
de réflexion que je vous livre, parce qu'encore une fois, sur la réflexion, on peut pas être seul. En tout cas, moi, je veux pas être isolé. La volatilité peut-être des identités, les nombreux alias utilisés. Il y a, on a observé, ça c'est très clair, le fait que ces mineurs utilisent désormais, parce que le processus massif et ils veulent être accueillis, ils demandent de la protection. On l'a analysé avec les juges des enfants, utilisent la voie pénale, c'est-à-dire le passage à l'acte délinquant, pour obtenir une protection plus rapide sous l'angle de la protection de l'enfant. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel il faut être conscient et lucide. Il faut savoir le détecter, celui qui est prêt à l'adhésion, y compris par la voie pénale. Il faut être vigilant sur ces formes, non pas de... j'ai presque envie de dire manipulation de qui? Certainement pas des jeunes, mais en tout cas de nos propres institutions, dans la manière dont on peut lire ces parcours. Un jeune au pénal qui fait un passage à l'acte, il faut aussi qu'on soit en mesure de le protéger, parce que ça peut être le même qui est allé au déni, qui s'est vu refuser, mais pour d'autres raisons, et travailler la cohérence finalement des instructions, des preuves que l'on peut recueillir. Ça sont des pistes sur lesquelles il faut encore et encore travailler. Je voulais également... On va être obligé d'arrêter les pistes. Oui. Alors on arrête les pistes. Je voulais quand même faire un point de réflexion sur la santé de ces jeunes. Parce que moi, procureur des mineurs, je suis énormément saisie, pas seulement par les partenaires qui sont ici autour de moi, c'est la santé, les hôpitaux qui sont directement confrontés et qui nous signalent des situations où eux, ils n'ont pas les armes pour évaluer la catégorie de mineurs. Mais il faut, dans leur démarche de soins, qu'ils les prennent en charge. Et ça pose des questions juridiques extrêmement, extrêmement importantes. Donc, moi, j'en conclus une chose, c'est que c'est la créativité et effectivement le décloisonnement des institutions qui a permis une marge de progression extrêmement importante. La catégorie mineure, elle est dans tous nos, évidemment dans toutes nos paroles de praticiens. Il faut, je pense, lutter contre cette catégorie floue et des catégories, en l'occurrence, intégrer nos mineurs dans la protection de l'enfance, dans le droit commun, raisonner dans le droit commun, saisir le juge des enfants et lui permettre d'avoir des outils de droit commun. Je le dis un instant parce que les avocats là-dessus ont été associés dans cette réflexion au sein du tribunal pour enfants, du parquet des mineurs. Ils nous ont beaucoup aidés et on a compris qu'ils avaient effectivement la possibilité d'être pilotes dans le recoupement des informations du parcours du jeune et dans les outils juridiques sur lesquels on peut choisir. Simplement, la tutelle, parce qu'on est sur du technique. 15 minutes, il reste plus que 15 minutes. La tutelle, réfléchissons ensemble sur le fait que est-ce que c'est absolument nécessaire de le généraliser? Je n'en suis pas sûre, la tutelle, qu'il faille le généraliser. Tous les jeunes, le lien avec les autorités du pays, le lien avec leur autorité parentale, la tutelle, ça suppose de couper absolument. Ils n'ont pas tous envie de couper leur lien avec leur autorité parentale du pays d'origine. Il faut savoir effectivement les répertorier, chaque situation individuelle. Merci Madame Derville, on l'applaudit. Elle aura toujours une place à l'antenne des mineurs si elle a envie de devenir avocat un jour. Et on va maintenant parler aussi de quelque chose de très très important, c'est le respect des droits des enfants et la place capitale du juge des enfants à ce niveau-là, avec évidemment l'aide des avocats d'enfants. Madame Lefebvre, vous êtes pour nous un puits de science, car il y a très longtemps que vous vous occupez des mineurs isolés, tels que je vous l'ai dit tout à l'heure, et je sais que vous n'avez pas la langue dans votre poche, donc je me régale d'avance, et donc je vous passe la parole. Nous avons le temps qui se réduit, mais allez-y quand même, prenez votre temps. Oui, bonjour à tous. Alors Marie Derain m'a rappelé des vieux souvenirs. Effectivement, ça fait 15 ans que je travaille sur la question des mineurs isolés. Et donc, si je voulais vous raconter les problématiques juridiques dans la pratique, on pourrait écrire un livre et on pourrait y passer la journée. Donc, puisque je fais pas long, je vais faire court, très court. J'ai sérié 2 points qui me paraissaient importants. Un point sur lequel vous m'attendez tous et qui est l'entrée de ces jeunes dans le dispositif de protection des mineurs en danger. Ce point-là, je l'intitule « La loi, toute la loi, rien que la loi ». Et puis un deuxième qui me tient, moi, beaucoup à cœur et qui est qu'est-ce que c'est assurer la protection judiciaire d'un enfant en général et singulièrement d'un enfant
isolés, mal accompagnés, non accompagnés en particulier, et venant d'ailleurs. Donc la loi, toute la loi, rien que la loi, il y a deux manières de saisir le juge des enfants en ce qui concerne ces mineurs parce qu'ils sont précisément isolés. Il y a la saisine du procureur de la République et il y a la saisine par le jeune lui-même. C'est les mineurs, qu'ils soient isolés ou pas, sont des mineurs. Donc tout mineur a vocation à recevoir la protection du juge des enfants s'il est en danger. Seuls les mineurs ont vocation à recevoir la protection du juge des enfants, quelle que soit leur situation de difficulté et de détresse. Donc la question effectivement de la minorité, elle est fondamentale, elle est centrale. Alors il faut savoir que en ce qui concerne les jeunes qui sont pour lesquels le parquet nous saisit, il n'y a pas de difficulté parce que le travail de tri, si vous me permettez cette trivialité, il est fait en amont. Il a été fait, le jeune a passé glorieusement son examen de passage devant le DEMI, il a été mis à l'abri par l'aide sociale à l'enfance, il a été hébergé le temps qu'on l'évalue et l'aide sociale à l'enfance en le mettant à l'abri sous le statut L223, saisit en même temps le procureur de la République qui immédiatement fait une ordonnance de placement provisoire dans les conditions de l'urgence. Parfois l'urgence, on peut se poser la question quand il traîne depuis 6 mois comme mis à l'abri, mais enfin. Et donc le juge, voilà, il a un travail un peu de ce point de vue-là tout mâché. Alors, c'est un mineur. C'est une partie à la procédure d'assistance éducative, il doit être entendu. La loi prévoit qu'il devrait, lors d'un placement provisoire en urgence, les parties doivent être entendues dans les 15 jours. En réalité, ce délai de 15 jours, c'est pour que l'OPP reste opposable aux parents lorsqu'ils n'ont pas été entendus avant le placement. En l'occurrence, la question ne se pose pas, donc le délai de 15 jours n'est pas fondamental, mais le jeune doit être entendu pendant, une fois qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, et le juge doit se déterminer sur le point de savoir s'il fait d'autres investigations, s'il le confie durablement au service de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et à partir du moment où il est placé par le parquet, il doit avoir il doit avoir la prise en charge équivalente à n'importe quel mineur. Un mineur domicilié qui est placé en urgence, il est confié à un établissement d'urgence qui fait une prise en charge globale de ce jeune. Il n'a pas une protection minimale de mise à l'abri. Eh bien, pour les jeunes isolés, c'est la même chose. En revanche, il y a les saisines directes par les jeunes. Et ça, il faut que vous compreniez que pour les mineurs habituels, moi dans ma carrière de 30 ans quand même de juge des enfants, je les compte sur le doigt de la main, les saisines par les mineurs en assistance éducative. Ça n'arrive jamais. Pour ce qui concerne les jeunes isolés, c'est 50%. Peu ou prou 50% de nos saisines de mineurs. C'est-à-dire que le Conseil d'État, dans sa grande mansuétude, nous a établi recours des décisions de l'administration, juge du recours des décisions de l'administration, et effectivement, chaque fois, enfin pas chaque fois parce que je ne connais pas effectivement le chiffre des mineurs refusés, mais un jeune qui est refusé par l'aide sociale à l'enfance à la suite de l'évaluation du DEMI, va saisir le juge des enfants pour demander, pour avoir une autre porte d'entrée et pour demander la protection. 50% des saisines, avec un résultat que vous a donné Madame Versini, qui est 20% à l'arrivée, qui sont finalement admis. Donc
un travail énorme pour un résultat, alors qui est important pour les 20%, fondamental pour les 20%, mais enfin qui est quand même un résultat statistiquement médiocre. Et là, on se trouve devant des jeunes qui se prétendent mineurs, qui ont des papiers, alors soit qu'ils avaient au moment de leur entrée au DMIL, soit qu'ils se sont fait parvenir entre-temps, qui sont des papiers qu'on fait vérifier à peu près systématiquement, qui très souvent sont authentiques en la forme, mais qui ne disent rien sur le fond. Et la caractéristique de ces papiers, c'est la plupart du temps, d'ailleurs, c'est d'avoir été fabriqués pour le départ. Avec, alors pour le Mali, un jugement supplétif suivi d'un extrait de naissance qui précède de 2 jours le départ, avec des cartes d'identité qui vous sont envoyées du pays, avec une empreinte qui ne peut pas être la leur, donc des fabrications pour le départ. Et ça, bien évidemment, bien sûr que les pièces d'état civil doivent donnent une présomption une présomption de preuve. Encore faut-il qu'elles aient été établies dans des conditions dans des conditions fiables, et encore faut-il qu'elles se rapportent effectivement à la personne qui les présente. Or, un extrait d'acte de naissance n'apporte pas la preuve que celui qui l'a en main est bien celui à qui il se rapporte. Donc, des éléments de preuve extrêmement fragiles. Et donc, nous avons massivement, et moi je le dis pour ma pratique, massivement recours à l'expertise d'âge qui est ce qu'elle est, dont on sait tous les défauts et dont j'adhère à l'analyse. Il n'en reste pas moins que ça reste le seul élément, à part la pure apparence, d'appréciation d'une plus ou moins une approximation de la minorité ou pas. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pendant ce temps-là, donc les jeunes, alors de 2 choses l'une, ou bien ils sont vraisemblablement mineurs, et dans ce cas-là, ils sont confiés provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance le temps des investigations à titre provisoire, ils doivent avoir une prise en charge totale, ou bien ils n'ont pas l'apparence, parce qu'il faut bien le dire les choses, ils n'ont pas l'apparence d'un mineur, et dans ce cas-là, ils attendent dans les lieux où, dans lesquels ils sont quand ils viennent nous voir. Donc voilà pour ce qui concerne l'entrée dans le dispositif. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la protection. C'est quoi, une fois qu'ils sont dans ce dispositif de protection de l'enfance, c'est quoi leur assurer protection? Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Il y a la protection primaire, ça elle est assurée par la mise à l'abri, c'est le toit, l'alimentation. Il y a les besoins immédiats sur le plan de la santé. Il y a une deuxième type de protection qui est de leur trouver une place quelque part, un établissement, une école, etc., pour assurer leur avenir. Mais ça ne se résume pas à ça, la protection d'un mineur en danger. La protection judiciaire d'un mineur en danger, c'est rendre quelqu'un sujet. Sujet de droit, sujet de son histoire, sujet dans le lieu où il réside. Et ça suppose effectivement tout un travail qui est plus ou moins fait, qui n'est pratiquement pas fait. Premièrement, le travail de relier ce jeune. Le relier d'abord à sa famille, et pour le relier, lui il est relié à sa famille. Lui, effectivement, on ne peut pas dire que, je rejoins Laetitia, c'est pas des jeunes orphelins, c'est des jeunes dont l'autorité parentale s'exerce, si ce n'est quotidiennement, au moins toutes les semaines, qui téléphonent régulièrement à leurs parents, dont les parents font des injonctions, et s'ils acceptent un placement, c'est parce que les parents ont voulu. Donc, ils sont en lien, et c'est à nous, je termine, c'est à nous, juges, éducateurs, travailleurs sociaux, de se mettre en relation avec ses parents, comme on fait pour un mineur domicilié. Ces enfants ne tombent pas du ciel, premier point. Deuxièmement, ils ont pas forcément assumé leur migration, et ça on le voit assez rapidement. Il y a un travail à faire par rapport à ça, au fait que ils prennent,
ils deviennent sujets de leur propre histoire. Il y a un travail sur le plan ethnoculturel extrêmement important, de compréhension des situations dans lesquelles ils sont et qui sont les véritables raisons de la migration. Si on fait l'impasse sur tout ce travail de compréhension, on fabrique des individus en faux self qui vont donner des enfants à la deuxième génération qui vont nous exploser dans les bras. Donc, voilà pourquoi je milite pour un travail en profondeur avec ces jeunes, le temps de leur placement. Parfait, tout à fait intéressant. C'est terrible, on a envie d'avoir 20 minutes pour chaque sujet. Et oui, c'est la vie, on est d'accord. Frustration, frustration. Madame Avenard, alors, donc on va vous demander d'être extrêmement percutante. Et très courte aussi. Oui. Courte, mais je veux dire incisive et courte, pour, j'allais dire, que nous essayions d'être tout petit peu dans les temps et pour que vous puissiez, que la salle puisse parler. Bien, vous voyez les enjeux qui sont les miens en commencement de mon intervention. Je vais essayer de me concentrer sur les messages que j'avais préparés à votre intention en lien avec le thème et les objectifs fixés à cette journée, que je partage complètement, puisque je crois qu'elle pose vraiment les bonnes questions. Qui sont ces adolescents? Comment mieux les connaître? Comment avoir une juste représentation de ces jeunes pour mieux les aider et les accompagner, et en particulier les accompagner vers leurs droits. Alors j'aurais tout d'abord rappelé que l'action du défenseur des droits sur la situation des mineurs non accompagnés, mineurs isolés étrangers, prend par définition en compte les réalités que vivent concrètement ces enfants individuellement et ou collectivement. Et ce, au travers à la fois des réclamations et des saisines qui nous sont adressées, la plupart du temps par des associations ou des professionnels, mais aussi au travers des nombreux déplacements que nous effectuons de manière régulière pour aller nous rendre compte de la réalité du terrain. Et notre préoccupation permanente, notre souci permanent est de prendre en compte le parcours singulier de chacun d'entre eux, en évitant toute généralisation, toute globalisation, qui est nécessaire, certes, pour favoriser une sensibilisation des institutions publiques et les pousser à agir, mais qui a pour effet de gommer justement leurs histoires particulières, leurs besoins spécifiques, leur prise en considération en tant qu'enfants, sujets de droit, et en définitive de gommer leur humanité. Par exemple, nous disons et répétons depuis plusieurs années que l'évaluation d'un mineur étranger isolé ou isolé étranger, préalable à son entrée dans le dispositif de protection de l'enfance, ne saurait se résumer à privilégier majorité ou minorité, mais qu'elle doit permettre de déterminer ses besoins propres et singuliers en matière de protection, ainsi que sa prise en charge. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'il faut prendre en compte et évaluer, ce sont les éléments spécifiques de vulnérabilité. Ces questions, les questions que vous posez aujourd'hui dans toute cette journée, qui seront abordées toute cette journée, en fait, elles sont présentes et elles irriguent l'ensemble des recommandations ou décisions prises par le défenseur des droits depuis une décision socle de décembre 2012 qui portait recommandations générales relatives à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés sur le territoire français, dont je rappelle que cette décision a largement favorisé les avancées contenues par la suite, notamment dans la circulaire de Mme Taubira en mai 2013, et décision à laquelle je vous invite à vous rapporter, car ces 15 préconisations sont toujours d'une totale actualité. Cette décision a été suivie de décisions plus individuelles. Madame Bersini en a parlé tout à l'heure, mais aussi d'une recommandation plus générale à laquelle je vous invite aussi de vous référer. Elle est sur notre site, qui a été publiée en février 2016, qui partait du constat que l'effectivité des droits de ces enfants ne leur était toujours pas garantie. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pris l'initiative de rappeler dans cette décision un certain nombre de principes et de garanties, du reste qui s'appliquent à tout justiciable, quel qu'il soit, et quelle que soit sa situation, au regard du droit au séjour en France et son âge retenu au final par les juridictions saisies. Dans cette décision, nous abordons des questions d'accès au droit, avec la question de l'assistance de l'avocat, l'accompagnement par des bénévoles, le droit à un procès équitable, le droit à avoir un interprète. Nous abordons aussi la question de l'évaluation, toutes ces questions qui ont été évoquées depuis ce matin, de la minorité avec la force probante des documents d'état civil, et puis également la question des tutelles aussi. Donc vraiment, je vous invite je ne vais pas les détailler, le temps me manque.
Nous avons été également, nous sommes également positionnés très clairement sur la loi du 14 mars 2016, mais aussi sur les projets de texte d'application, en particulier concernant l'évaluation des mineurs, en rappelant une nouvelle fois que les processus d'évaluation doivent être menés de manière bienveillante et dans un esprit de neutralité, par des professionnels qualifiés, dûment formés aux spécificités des enfants concernés et avec une approche pluridisciplinaire. Je crois qu'on est vraiment dans le sujet de la journée. Ce que nous avons aussi indiqué, et j'y reviens mais très rapidement, c'est que, je l'ai un peu dit, que l'évaluation ne devait pas uniquement consister en l'analyse de la cohérence des éléments recueillis, mais qu'elle doit comporter l'analyse de l'ensemble des éléments recueillis en relevant des contradictions invraisemblances ou postures d'évitement, mais en tenant compte de la confusion pouvant être engendrée chez la personne entendue par son parcours d'exil, par tout ce qu'il aura vécu auparavant, donc ses peurs, ses difficultés à exprimer, aussi les difficultés qu'il a à retracer, un parcours qui, par définition, n'a pas été un parcours linéaire, mais un parcours chaotique dans lequel il a pu subir de nombreux traumatismes. Ce n'est pas une démarche d'enquête, c'est une démarche d'évaluation globale. Ce que nous avons aussi préconisé, c'est que le temps du recueil administratif, les 5 jours pendant lesquels les jeunes sont placés sous la responsabilité, la protection des départements avec un financement de l'État, bien que ce temps devrait être mis à profit pour organiser plusieurs entretiens. Et selon nous, la mise à l'abri doit pouvoir contribuer à une mise en confiance et un apaisement du jeune, propice à une plus grande sincérité dans ses propos. Donc ce que nous préconisons, c'est que les entretiens ne se déroulent pas forcément le premier jour de ces 5 jours, mais qu'il y ait à minima une journée de repos pour leur permettre effectivement de se poser, de poser leur valise, même si c'est qu'une journée. Également, la question de la pluridisciplinarité, pour laquelle il nous faut absolument des garanties, et nous avons émis un certain nombre d'observations sur le projet d'arrêté pris en application du décret de juillet 2016. Nous avons été saisis et consultés par le garde des Sceaux sur ce projet d'arrêté. Nous avons donc émis un certain nombre de recommandations, donc notamment celle de préciser qu'est-ce que ça veut dire pluridisciplinarité dans cet arrêté, parce que sinon cet arrêté tel qu'il nous a été présenté, d'une manière générale, nous avons trouvé qu'il comportait des reculs par rapport au décret, à la loi et au décret, donc ce qui ne nous semble pas acceptable. Ce que nous avons aussi émis comme observation, c'est qu'il n'y aurait que des avantages à inviter et encourager les évaluateurs à nouer des contacts avec toutes les structures, associations professionnelles, ONG ayant eu à connaître la personne évaluée, selon ses déclarations bien sûr lors de son parcours migratoire. Donc recueillir la connaissance et collecter cette connaissance, mais bien sûr avec l'accord de la personne. Sur la formation, il en a beaucoup été question depuis ce matin. Pour nous, il apparaît très nécessaire que l'arrêté souligne le caractère obligatoire d'une formation continue pour les évaluateurs, même s'ils disposent d'une expérience antérieure. Et vraiment, nous souhaiterions que l'exigence de formation ou d'expérience dans les domaines de l'ethnopsychiatrie, de l'interculturalité du travail social et ainsi que dans l'identification des victimes de toute forme d'exploitation et de traite des êtres humains soit prévue explicitement dans les textes qui vont paraître. À ce sujet, nous nous sommes félicités de l'attention qui était exigée de l'évaluateur à tout signe d'exploitation et d'emprise, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il faudrait que également puisse être indiqué dans le projet d'arrêté les conséquences que doit nécessairement entraîner la détection d'une victime d'exploitation ou de traite des êtres humains, notamment la mise à l'abri, la protection de la victime, également la question de la santé aussi, de l'état de santé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui nous semble un élément important à souligner et dont il faut absolument qu'il figure dans l'arrêté. 2 minutes, eh bien j'en arrive à ma conclusion, vous voyez, c'est extrêmement... voilà. Donc tout ça, je vous invite vraiment à retrouver tous ces avis, toutes ces recommandations. Et c'est vrai que je me disais que, en fait, la situation des mineurs non accompagnés présents à Calais était de ce point de vue un cas d'école. Bien sûr, tout en considérant le caractère exceptionnel du nombre de mineurs sur Calais.
un cas d'école parce que, déjà, je voudrais dire que depuis notre rapport, le rapport du Défenseur des droits d'octobre 2015 sur la situation de Calais, depuis mes différents déplacements, dont celui de février 2016, qui était le premier où j'ai découvert, où je me suis pris en pleine figure la situation de ce bidonville et des gens qui existaient, sinon vivaient. Depuis ce temps-là, nous n'avons eu de cesse de défendre l'importance de prendre en compte chacun des enfants concernés, en mettant en place une véritable accroche éducative, permettant de nouer un lien de confiance entre ces mineurs et les adultes, un lien de confiance appuyé sur un dispositif de mise à l'abri adapté, les protégeant d'autres adultes moins bienveillants et permettant de construire un projet qui ait du sens et donc une chance de réussir pour chaque jeune concerné. Et c'est vrai que lors de ce premier déplacement en février, il y avait beaucoup d'idées reçues, de préjugés qui circulaient, mais en même temps qui étaient avérés par ces jeunes, puisque ce qui était dit, c'est qu'ils voulaient tous partir en Angleterre. Et j'ai envie de dire, comment aurait-il pu en être autrement alors qu'aucune information fiable ne pouvait leur être donnée sur les possibilités de rester en France, les conditions dans lesquelles ils pouvaient rester dans notre pays, ou les possibilités aussi qu'ils pouvaient rejoindre l'Angleterre, mais dans quel cadre juridique, en particulier dans le cadre des réunifications familiales. En tout cas, il n'y avait pas d'informations suffisamment fiables pour contrebalancer à la fois les dires de leurs passeurs et les projets élaborés par leur famille avant pour certains d'entre eux, je globalise pas, pour certains d'entre eux, avant leur départ. Et de fait, ce que nous avions constaté, c'est que le recensement statistique, je sais que j'ai dépassé mes 2 minutes, mais parce que ça me tient à cœur, vraiment. Ça y est. On y est presque, on y est. De fait, ce que nous avons constaté, c'est que les recensements statistiques qui avaient été effectués pour répondre notamment aux injonctions de la justice administrative, le tribunal administratif de Lille avait demandé à l'État de chiffrer le nombre de mineurs isolés présents sur Calais. À l'époque, en février, c'était 300. Aujourd'hui, ils sont estimés à 1300. Donc, vous voyez, en quelques mois, le caractère exponentiel, le nombre exponentiel de ces jeunes. Eh bien, ces recensements statistiques ne permettaient en aucune façon de mieux les connaître et de mieux connaître leurs conditions concrètes d'existence. Or, et ça, je pense que c'est important à dire, lors de mon déplacement, lors de mon déplacement de jeudi dernier, ce que j'ai recueilli comme information, c'est que, alors que l'an passé, 85% des mineurs accueillis dans le dispositif de protection de l'enfance de Saint-Omer disaient vouloir partir en Angleterre, cette année, donc après qu'un dispositif adapté ait été mis en place, donc des liens de confiance aient été noués avec ces jeunes, que l'information leur a été donnée, aujourd'hui le chiffre est complètement inversé et 80 ou 85% d'entre eux disent vouloir rester en France. Donc, voilà, j'insiste sur ce chiffre, parce que je pense que c'est vraiment, on sort de la représentation et du préjugé pour être dans quelque chose qui, effectivement, à partir du moment où se noue cette relation, une relation de qualité avec ces jeunes. Voilà, donc j'ai pratiquement terminé. Je voulais simplement pas pratiquement terminé. Si, j'ai pratiquement terminé. Juste pour vous dire que cette question, vous avez parlé du niveau national, évidemment, nous avons une vision nationale. Moi, je voulais vous parler du niveau européen, parce que cette question des mineurs, réfugiés, migrants, isolés, étrangers, non accompagnés, elle se pose à l'échelle européenne et qu'elle ne peut pas être traitée seulement par la France, ni par Paris, ni par la France, mais elle doit se traiter au niveau européen. C'est tout l'enjeu de la mobilisation du réseau des défenseurs des enfants européens, ENOC. J'étais jeudi avec mes homologues belges et anglaises pour pouvoir avancer sur ces questions. Super. Voilà, j'ai tenu le délai. Bravo. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous ces intervenants qui ont parlé avec leur cœur. On est d'accord ou pas d'accord, c'est pas le problème. Le problème, c'est de faire avancer les sujets, que nous restions mobilisés. Marie-Rose, on va donc passer la parole à la salle. Oui. On lance la parole de manière concise avec la salle. Allez-y, vite, prenez la parole, madame. Voilà, le micro, il arrive. Oui.
Je me présente, je suis Danielle Guérissi et je milite dans une association qui s'occupe de mineurs isolés étrangers. Voilà, d'abord, je mets en évidence le fait que le soupçon ou le doute n'est absolument pas mis en évidence dans les différentes interventions, ou tout du moins celle concernant Madame Versini. Effectivement, lorsque des jeunes arrivent sur le territoire et qu'ils sont en entretien d'évaluation au niveau de l'ADEMI, il y a bien un doute sur leurs documents. D'ailleurs, Mme Versini l'a admis, qu'elle ne savait pas faire sur les papiers, ce que je conçois complètement, puisqu'il n'y a pas d'expertise de documents à ce niveau-là. Mais pour autant, lorsque l'on met sur les refus d'ASES que le document ne peut vous être rattaché, donc là il y a des doutes, que vous n'apportez aucun élément permettant d'étayer la minorité, on ne sait pas lesquels, mais là aussi il y a beaucoup de doutes. Est-ce que c'est un récit stéréotypé, on ne sait pas trop en quoi non plus. Eh bien là on est vraiment dans des formules qui émettent beaucoup de doutes. Et ce doute-là ne profite pas à l'enfant, et ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que les recommandations du défenseur des droits, si je ne m'abuse, fait bien ce type de recommandation, à savoir qu'en cas de doute sur la minorité, eh bien, ce doute doit profiter à l'enfant. Simplement, je voudrais aussi dire que j'étais un petit peu étonnée que l'on puisse considérer que le rapport qui a été fait par Daniel Senovilla soit à charge. Si effectivement ce rapport, eh bien, il est conforme, je dirais, à ce que nous constatons sur le terrain. Nous recevons tous ces jeunes qui sont refusés par la DASES et nous pouvons dire effectivement combien les difficultés de ces jeunes, alors que ce sont des adolescents, combien sont effectivement reconnus mineurs, ensuite 20%, mais je pense que ce chiffre-là, ce serait intéressant de savoir ce qu'il recouvre. Et loin s'en faut, la même chose pour la justice, hein. La notion de doute, elle est quasiment pas... On passe la parole à... On va essayer de répondre à cette question du doute. Hein, D'abord, vous posez la question de l'évaluation. Il y a eu beaucoup d'interventions là-dessus pour dire que c'est pas une science exacte, mais que c'est aussi un faisceau, qu'on essaie d'avoir un maximum de documents, etc. Et que, alors, il y a un groupe, Dominique Versini en a parlé tout à l'heure, il y a un groupe de travail qui va se mettre en place sur l'évaluation. On sait que c'est extrêmement compliqué. Et puis, on va évidemment s'alimenter aussi et participer à cette construction du référentiel national sur la question de l'évaluation. C'est quand même extrêmement important parce que c'est la clé de voûte de l'ensemble du système. Donc on va y accorder beaucoup d'attention. Par contre, il est évident que quand on est du côté des soutiens et du côté du jeune qui essaye d'utiliser l'ensemble des recours possibles, on peut tout à fait comprendre votre point de vue. On a expliqué aussi tout à l'heure que c'est des faisceaux d'indices qui font et que très souvent il n'y a pas tous les éléments qui permettent de statuer. Donc je voudrais quand même insister pour dire que ne croyez pas que l'ensemble des professionnels, que ce soit du côté du DEMI ou du côté du SEMNA, sont, comme ça a été dit tout à l'heure, tout à fait férus de la défense des intérêts financiers du département. Dominique Versini l'a dit tout à l'heure. Le département n'en fait pas une question financière, il s'agit d'être juste pour ne pas déstabiliser tout un système aussi qui doit être vraiment consacré à la protection de l'enfance. Donc la vertu collective, c'est d'essayer de travailler pour être le plus juste possible et de ne pas discriminer. Alors après, sur les taux pour les jeunes, les taux d'admission à l'aide sociale à l'enfance, il faut les considérer dans l'ensemble du système, en considérant aussi que les droits de recours font partie de cette capacité pour pouvoir être admis à l'aide sociale à l'enfance, et que les taux ne sont absolument pas de 20% quand on fait le compte total de tous les recours utilisés, et parfois même des deuxièmes évaluations qui sont sollicitées, etc., etc. Donc il y a aussi des EPP directs. Tout ça, ça fait partie du système partenarial sur lequel chacun a un rôle à jouer et qui font qu'au terme, c'est beaucoup plus de jeunes qui rentrent dans le dispositif de protection de l'enfance et même parfois en étant majeurs. Donc voilà. Laetitia ? Simplement, je pense que la notion de doute, il faut la manipuler avec prudence.
Je suis juriste, le doute profite à l'accusé, on sait, ça c'est une formule générique, on est au pénal. Le doute, il faut le manipuler avec prudence dans le sujet qui nous concerne. Aujourd'hui, évidemment, tous les jours sur l'accompagnement de ces mineurs, parce que trop de doutes, je vous l'ai dit, c'était un problème juridique pour une identité. Nous, on a besoin d'une identité certaine et de restaurer, ne serait-ce que de restaurer une identité. Comment combattre le doute? C'est très paradoxal parce que je vais jusqu'au bout du raisonnement, un peu par provocation, mais quand même pour que tous ensemble on y réfléchisse. Face au doute, qu'est-ce qu'on a? On a l'âge osseux. Peut-être un peu plus dangereux que d'essayer de se poser des questions sur le recoupement des indices. Je suis d'accord que le stéréotype, c'est dangereux aussi, qu'il faut analyser ce doute, mais avec prudence, et il ne s'agit pas de considérer par principe que tout doute doit conduire à une minorité. Je crois que ça, c'est contraire justement à une réflexion d'ensemble pluridisciplinaire, et on a besoin de vous là-dessus. On a besoin de vous peut-être pour exclure des majorités qui sont fausses, plutôt dans ce sens-là. C'est là où moi j'essaye d'avoir des certitudes sur le fait qu'on a des majeurs en face de nous. C'est cette quête-là. C'est des majeurs qui doivent bénéficier d'autres formes d'accueil, d'autres formes de protection pour réellement être certaines qu'en face de nous, on a la catégorie, encore une fois que je n'aime pas ce terme, catégorie de mineurs en danger. Madame Lefebvre. Sur le stéréotype des formules, alors c'est vrai que moi je suis la première à regretter que les décisions de refus de l'aide sociale à l'enfance ne soient pas réellement motivées. Là, il y a des marges de progression. Maintenant, plutôt que de doute, moi je pense qu'il faut parler de vraisemblance. Vous savez qu'au civil, c'est à la personne qui prétend avoir un droit d'en apporter la preuve de ce que le droit peut lui être affecté. C'est donc au mineur, et ça a toujours été statué, c'est au mineur d'apporter la preuve de sa minorité. Quand les preuves sont pas recevables, la solution simple serait de dire, ben voilà, cet acte de naissance, rien ne prouve qu'il s'adresse à vous, et les conditions d'obtention sont des conditions douteuses. Donc je pense qu'on ne peut pas jouer à ça, hein. Et donc c'est par rapport à la vraisemblance parce qu'on n'a pas d'autre outil, hein, du discours de ce que dit le jeune, de son apparence, et donc aussi de ce que disent ses os et ses dents, que on va statuer. Mais ça ne donnera pas une identité certaine, c'est clair. Je pourrais peut-être juste pour dire que vous avez évoqué des courriers peut-être ou des décisions un peu stéréotypées. Je peux vous dire déjà que ça va être retravaillé de toute façon dans le cadre d'un groupe de travail au sein de la collectivité avec il faut qu'on ait aussi une assise un peu juridique de l'ensemble de ces courriers, parce qu'on est aussi dans des procédures qui sont administratives, et on ne peut pas non plus tout dire dans le cadre d'une décision de ce type-là. Donc c'est extrêmement fin, et tous les départements aujourd'hui qui notifient des refus savent que c'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver le juste équilibre entre ce qu'on peut dire dans des refus de ce type-là et ce qu'on ne peut pas dire. Voilà. Donc c'est pas non plus des évaluations complètes, avec le risque aussi que le droit du jeune en plus se retrouve à un moment donné avec des documents qui peuvent circuler, tous azimuts. On est aussi dans un équilibre de préservation aussi d'un certain nombre d'informations. Voilà. Oui, je voulais juste rappeler que le décret du 24 juin 2016 indique que l'évaluation s'appuie essentiellement d'une part sur les entretiens conduits par les professionnels, mais aussi sur le concours du préfet du département sur la demande du président du conseil départemental pour vérifier l'exactitude et l'authenticité des documents d'identification, et le concours de l'autorité judiciaire en troisièmement concernant la question de la détermination des examens d'âge osseux. Mais et donc je crois qu'il faut se référer au texte, parce que sur l'authenticité des documents d'identification, il y a un article du Code civil qui nous indique qu'il y a une présomption d'authenticité des actes civils étrangers, même si la présomption n'est pas irréfragable. C'est un exemple, donc parmi d'autres, des recommandations que nous avons faites dans cette décision de février 2016 dont je vous parlais tout à l'heure. Dernière question.
Une dernière, mais très, c'est là. Alors, c'est vous, Merci monsieur. beaucoup. Alain Sexig, inspecteur d'académie et responsable du CASNAV. Beaucoup savent que c'est le centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Je voudrais dire d'abord que je suis très heureux de la tenue de ce colloque qui permet des échanges et qui permet, chemin faisant, de lever, je crois, des malentendus, sinon des préjugés, voire des contre-vérités. De ce point de vue-là, je souscris parfaitement à ce qu'a dit ce matin Dominique Versini. Beaucoup est fait, même si beaucoup reste à faire encore. Il arrive, au titre des contre-vérités, que nous entendions, et nous avons encore lu ce matin cette phrase dans un papier qui était distribué à l'entrée, l'accès à l'école publique leur est massivement refusé. C'est tout simplement contraire à la réalité. Et ce déni de la réalité ne peut être compris par nous que comme du mépris vis-à-vis de tous les personnels du CASNAV qui travaillent quotidiennement à ces questions et de tous les professeurs du PE2A en particulier qui accueillent ces jeunes, et nous avons de belles réussites. Voici une semaine, le recteur remettait les diplômes d'études de langue française dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à 900 lauréats de 2015-2016, parmi eux près de 250 mineurs isolés étrangers. Ça n'est quand même pas rien. Les chiffres, je peux vous les donner. L'année dernière, nous avons reçu au CASNAV 320 jeunes qui se disaient mineurs isolés étrangers. Nous leur avons fait passer des tests de connaissances en français et en mathématiques. Les tests sont traduits en 36 langues en mathématiques. Sur ces 320 mineurs isolés, ou qui se présentaient comme tels, nous en avons scolarisé 275, c'est-à-dire 86% d'entre eux. Où est le massivement ? Je voudrais vous dire aussi que ceux qui ne sont pas scolarisés, non reconnus mineurs, c'est tout le problème, ou reconnus majeurs, nous prenons la peine et le temps de les recevoir au CASNAV pour leur proposer des pistes de formation professionnelle, parce qu'il y a d'abord l'école, mais il n'y a pas que l'école pour tous ceux qui se présentent à nous, et nous leur faisons des propositions. J'ai un collègue qui est ici présent, inspecteur d'académie, spécialiste de l'enseignement professionnel, qui les reçoit individuellement, chacun d'entre eux. Enfin, je voudrais vous faire part d'une initiative singulière, expérimentale, innovante, que nous avons prise déjà depuis l'année dernière et qui se poursuit cette année. Avant même leur scolarisation, nous recevons tous les mineurs isolés étrangers que nous affectons dans des établissements. L'année dernière, sur une journée, cette année, on a un peu restreint le format sur une matinée. Nous les recevons tous. Nous leur présentons l'école française, ses spécificités. Nous leur présentons les spécificités de l'UPE2A, où ils vont aller, la plupart d'entre eux, et pour beaucoup d'entre eux, en lycée professionnel. Nous faisons ça dans un établissement professionnel, ce qui permet de faire une visite des ateliers en question. Nous leur présentons les valeurs de la République française et de l'école en particulier. Nous leur parlons mixité, nous leur parlons laïcité, parce qu'il faut leur parler aussi. Et nous leur parlons de la formation professionnelle, des métiers en tension, des métiers qui recrutent. Nous faisons ça avec une association qui s'appelle Dialogue Citoyen. Et c'est une matinée qui marche bien. Je pense que certains éducateurs et éducatrices présents dans la salle ont peut-être assisté en accompagnant ces mineurs isolés à nos matinées, ont peut-être assisté à ces matinées. Voilà, je voulais vous le signaler. Donc, des initiatives, nous en prenons aussi dans l'institution scolaire, et c'est heureux. Et c'est heureux que vous l'ayez dit, monsieur. Je crois que c'est important parce que sur ce sujet, alors l'école rêve et puis la réalité de ce qui peut se passer pour ces enfants, vous l'avez très bien dit. Je crois que ça, on voit bien la passion et chacun a envie de montrer qu'il est indispensable à la réussite de ce projet collectif. Et donc, vous aviez raison de le dire également pour l'école. Et il faut qu'on le fasse de manière complémentariste, comme on nous a appris en transculturel. C'est-à-dire que chacun est nécessaire. On a pris beaucoup de retard, mais c'était pour la bonne cause. Merci infiniment à la table ronde. Les questions, c'est pour le après, pour le café. Et avant le café, les dessins de Pavot et la chanson et les mots de Sancho. Avant que Sancho prenne la guitare, du coup, je passe vite trois dessins. Je me dépêche parce que j'ai compris que Madame Mathias veillait.
Ensuite, j'ai fait un petit dessin un peu général sur cette question du tri et du doute. Et puis très vite, un dernier dessin. Les deux. Pardon ? Les deux, je dis. Les deux, mineurs et... Et donc j'ai un dernier dessin qui évoque le travail de Madame Lefebvre et cette question, encore une fois, du doute en audience. Merci. C'est comme ça que ça se passe chez vous? Allez, Sancho, on t'écoute. Alors, bonjour Merci, à tous. Alors, en fait, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Quelle chanson je vais pouvoir faire aujourd'hui? Ma première idée, ça a été de faire... je voulais écrire une chanson qui s'appellerait « Étranger isolé » sur l'air de « Libéré, délivré de la Reine des Neiges ». Après, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Ma deuxième idée, c'était d'écrire une chanson en allemand qui s'appellerait Kinderspielplatz. Et finalement, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée. Alors, j'ai cette chanson-là, qui s'appelle L'étranger. Je suis le riche parmi les pauvres, je suis le pauvre parmi les riches, je suis une femme parmi les hommes, je suis une lettre parmi les chiffres, je suis le riche parmi les pauvres, le pauvre parmi les riches, je suis une femme parmi les hommes, je suis une lettre parmi les chiffres. Je n'ai pas de nom et je suis toujours en mouvement, je marche à l'ombre alors j'avance mais tout doucement. Je suis patient parce que je n'attends jamais rien, je ne sais pas où je vais, je ne me souviens pas d'où je viens. J'ai sûrement vécu quelque part, mais c'était n'importe où. Je ne me sens pas chez moi, je suis l'étranger partout. Je suis un arbre et j'ai grandi sans mes racines. Voilà pourquoi la Sèvre monte jusqu'à la cime. J'ai traversé l'histoire tout seul sur mon navire. Je m'efforce de gravir les montagnes de l'avenir. Je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas d'ici. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas trop qui je suis. J'ai perdu la notion de l'espace et du temps, alors je vis au jour le jour, j'évolue seulement dans l'instant. Des fois je me dis que le bon endroit n'existe pas, des fois je sens qu'il est vraiment juste à 2 pas. Au final je traîne tout ça comme une âne en peine dans l'anonymat de la foule, je suis un homme en quarantaine. Sans frontières, j'ai tout mélangé. Ce monde ne m'appartient pas, je suis l'étranger. C'est une histoire sans frontières, j'ai tout mélangé. C'est une histoire sans frontières, j'ai tout mélangé. Ce monde ne m'appartient pas, je suis l'étranger. C'est une histoire sans frontières, j'ai tout mélangé. Je suis l'enfant parmi les cris, le froid qui te réchauffe. La digitale parmi les roses. J'ai tellement de couleurs que je suis transparent. Si je crois en la mauvaise foi, je prie seulement 3 fois par an. Je suis planté en plein milieu de l'océan. Je m'endurcis avec la pluie, avec le vent. J'ai traversé les continents sans jamais rentrer dans les rangs. Le fou l'errant, le vagabond, je ne suis pas un conquérant. Je suis le riche parmi les pauvres. Je suis le pauvre parmi les riches. Je suis une femme parmi les hommes. Je suis une lettre parmi les chiffres. J'ai déjà quitté notre époque et j'emprunte un autre chemin. Je ne suis plus un être humain. Est-ce que tu m'ouvriras ta porte ?